Le sucre est un édulcorant naturel, extrait principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Il est constitué de cristaux de saccharose, un type de glucide présent naturellement dans diverses plantes et largement utilisé pour sucrer aliments et boissons. Aujourd'hui, près de 181 millions de tonnes de sucre sont consommées chaque année à travers le monde. Produire une quantité aussi colossale est une tâche complexe qui comporte de nombreuses étapes. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le sucre est fabriqué? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous visiterons plusieurs usines sucrières pour vous montrer l'incroyable processus de production de cet aliment, l'un des ingrédients les plus présents dans notre alimentation quotidienne. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous invite déjà à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Le sucre trouve son origine en Inde, où la canne à sucre était cultivée il y a plus de 2500 ans. C'est là qu'a été mise au point la technique permettant de solidifier le jus extrait de la canne et de le transformer en cristaux granulés. Vers le 7e siècle, au cours de l'expansion islamique, les Arabes ont diffusé la culture de la canne au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le sud de l'Europe. Avec les grandes découvertes au 15e et 16e siècle, Espagnols et Portugais ont introduit la canne à sucre dans les îles de l'Atlantique, puis en Amérique. Au Brésil colonial, dès le 16e siècle, le sucre est devenu le principal produit d'exportation. La production reposait sur de vastes plantations, des moulins et un recours intensif à la main-d'œuvre réduite en esclavage. Un chapitre douloureux de l'histoire du sucre. Au 19e siècle, la révolution industrielle a apporté des machines plus efficaces pour extraire et raffiner le jus de canne, rendant le sucre plus accessible. C'est aussi à cette époque que la betterave sucrière a commencé à être cultivée et utilisée principalement en Europe, notamment après le blocus continental imposé par Napoléon, qui priva l'Europe du sucre de canne produit dans les Caraïbes. Au XXe siècle, avec l'augmentation des volumes, le sucre a cessé d'être un produit de luxe pour devenir un aliment de base à l'échelle mondiale. Parallèlement, les débats se sont intensifiés autour des effets d'une consommation excessive sur la santé, obésité, diabète, carie, ce qui a favorisé l'essor d'édulcorants alternatifs et de sucres moins transformés. Environ 80% du sucre produit dans le monde provient de la canne à sucre, cultivée dans les régions tropicales et subtropicales. Le Brésil est le premier producteur mondial de canne, avec environ 720 millions de tonnes par an, suivi de l'Inde, de la Chine, de la Thaïlande et du Pakistan. La canne produit naturellement du saccharose grâce à la photosynthèse, un processus biochimique qui se déroule dans ses feuilles. La plante convertit l'énergie solaire en sucre simple, ensuite transformé en saccharose et stocké en grande quantité dans la tige, communément appelé le chaume de la canne. Après la plantation, la canne met de 12 à 18 mois pour atteindre sa première récolte. Cette durée dépend du climat, de la variété cultivée et des conditions du sol. Durant le dernier mois, la canne atteint sa hauteur finale et commence à accumuler davantage de sucre dans la tige. C'est la période qui détermine la qualité du jus. Plus la plante reçoit un ensoleillement abondant et une eau bien répartie, plus la production de saccharose est élevée. La canne peut accumuler jusqu'à 20% de son poids en saccharose. La récolte est effectuée par des machines spécialisées qui coupent et nettoient les chaumes en temps réel, laissant des segments d'environ 20 cm de long. À l'avant, des rouleaux d'alimentation guident les tiges dressées à l'intérieur de la machine. Des disques de coupe rotatifs sectionnent la canne au ras du sol. Des ensembles de rotors défeuilleurs, munis de pales, retirent feuilles et l'extrémité, ne laissant que les tiges. Les feuilles et pailles sont restituées au sol où elles servent de couverture végétale. À l'intérieur de la machine, un jeu de couteaux hacheurs tronçonne les chaumes en morceaux d'environ 20 cm, format idéal pour le transport et le traitement industriel. La canne hachée est transférée par tapis vers le véhicule qui circule à côté de la moissonneuse coupeuse. Ce dispositif permet une récolte continue, sans interruption. Au Brésil, la récolte a généralement lieu entre avril et novembre, période de la campagne annuelle. Une fois les camions remplis, la canne est acheminée rapidement à l'usine pour éviter les pertes de saccharose. À l'arrivée, des camions à benne basculante ou des tables d'alimentation déversent la canne sur des convoyeurs. Les morceaux sont lavés à grande eau pour éliminer les impuretés grossières, terre, sable et autres débris. Vient ensuite le défibrage. Des marteaux rotatifs écrasent la canne afin de rompre les cellules et d'exposer plus facilement le jus. On procède alors à l'extraction du jus, l'une des étapes les plus cruciales de la fabrication du sucre, car c'est là que l'on récupère le liquide riche en saccharose qui sera ensuite purifié et cristallisé. La canne défibrée est amenée par convoyeur au moulin, où elle passe entre des rouleaux exerçant une forte pression. Celle-ci écrase les fibres des chaumes et libère le jus, qui s'écoule dans des goulottes. Le bagasse est transporté par bande pour être valorisé comme combustible dans les chaudières. À chaque moulin, une partie du bagasse est réhumectée avec de l'eau chaude pour maximiser l'extraction du sucre résiduel.
C'est le procédé d'imbibition. Le jus recueilli, appelé jus brut, est un liquide trouble, brun verdâtre, contenant encore beaucoup d'impuretés. Sable, fragments de bagasse, matières organiques dissoutes et micro-organismes. Il passe donc immédiatement à l'étape suivante. Purification, traitement et éclaircissement. La première opération consiste à chauffer. Le jus est conduit dans de grands réchauffeurs, où il dépasse 100 degrés Celsius. Cette montée en température détruit les micro-organismes et fluidifie le jus, facilitant son traitement. On procède ensuite à la correction du pH. L'usine ajoute du lait de chaux qui neutralise l'acidité naturelle de la canne. Cette correction favorise aussi l'agglomération de nombreuses impuretés en flocons, ce qui en facilite l'élimination. Certaines usines appliquent également du dioxyde de soufre qui aide à clarifier le jus et à retirer encore davantage de particules indésirables. Le liquide clarifié est alors dirigé vers d'énormes bacs appelés décanteurs. Dans ces cuves, les impuretés les plus lourdes se déposent au fond et forment une sorte de boue. Le jus limpide remonte en surface et est soutiré avec précaution. La boue décantée est généralement filtrée, et les résidus solides, la torte de filtre, riches en nutriments, peuvent être réutilisés comme engrais naturels sur les plantations. L'étape suivante se déroule dans de grands appareils cylindriques et fermés, les évaporateurs. Le jus traité et nettoyé y pénètre encore très à queue, avec environ 85% d'eau. Un courant de vapeur chauffe le jus à haute température. Une partie de l'eau se vaporise et est extraite progressivement. À chaque passage, le jus s'épaissit. Il circule d'un évaporateur à l'autre, la pression et la température diminuant à chaque étage, ce qui permet l'évaporation à différents points d'ébullition sans gaspillage d'énergie. Au terme de cette concentration, on obtient un sirop dense, de couleur brun foncé, contenant une forte proportion de saccharose. Ce sirop concentré est acheminé vers d'autres cuiseurs sous vide, sorte de grandes marmites pressurisées, où le chauffage se poursuit et où débute la cristallisation. À ce moment-là, lentement, des cristaux de sucre se forment à l'intérieur de la masse pâteuse appelée masse cuite, mélange de cristaux et de miel. Des prélèvements sont effectués en continu et déposés sur une lame de verre afin d'inspecter la qualité et la quantité des cristaux formés. Pour séparer les cristaux de sucre du miel résiduel, la masse cuite est envoyée dans des centrifugeuses. La masse chaude et visqueuse est pompée dans le panier rotatif, qui se met à tourner à très grande vitesse, au-delà de 1000 tours par minute. La force centrifuge projette les cristaux contre les parois du panier, tandis que la mélasse est chassée à travers de fins orifices et collectée séparément. Pour parfaire le nettoyage des cristaux, on peut appliquer un jet d'eau chaude ou de vapeur à l'intérieur de la centrifugeuse, lavant les grains sans les dissoudre complètement. Les cristaux de sucre sont ensuite retirés du tambour et dirigés vers l'étape de séchage. Cette phase élimine l'humidité résiduelle des cristaux sortant de la centrifugeuse et prévient l'agglomération, garantissant un produit final fluide, stable, prêt pour le stockage ou le conditionnement. Le sucre est réparti dans un tambour horizontal. En rotation, il est traversé par un flux d'air chaud, autour de 70 degrés Celsius, soufflé par le dessous ou à l'intérieur du cylindre. Cet air ôte rapidement l'humidité, tandis que le brassage régulier assure que tous les grains rencontrent l'air chaud et que le sucre ne forme ni bloc ni début de caramélisation. Après séchage, le sucre demeure encore chaud et pourrait capter l'humidité ambiante. Il passe donc dans un refroidisseur, où il est exposé à un courant d'air froid et sec. À présent, le sucre est prêt et convoyé vers des silos de stockage. Produit non périssable, il peut être conservé pendant des années, à condition de rester dans un environnement frais et sec. Le moment venu, il est dirigé vers la zone d'emballage. Pour les usages industriels, on emploie des sacs spéciaux d'1 tonne, appelés Big Bags. Pour le consommateur, le sucre est conditionné en paquets d'1 ou 2 kilos. Chaque emballage reçoit les mentions obligatoires: lot, type, date de durabilité minimale et origine. Les sacs sont disposés sur palettes et prêts pour l'entreposage et le transport. Pour chaque tonne de canne traitée, on obtient jusqu'à 110 kg de sucre, 260 kg de bagasse et jusqu'à 90 litres d'éthanol. C'est ainsi que sont produites, à l'échelle de la planète, des quantités de sucre atteignant des milliards de tonnes au fil des années. Si cet épisode vous plaît, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque nouveau contenu. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante, alors restez avec nous jusqu'au bout. La glace carbonique est un matériau étonnant.
Elles ne font pas dans les liquides, mais elles génèrent une brume dense au contact de l'eau. Elle peut congeler instantanément une fraise, figer un dessert en quelques secondes, ou bien conserver des vaccins en parfait état pendant des semaines. Contrairement aux glaçons classiques que nous utilisons chez nous, cette glace si particulière n'est pas constituée d'eau. Elle est faite de dioxyde de carbone. Lorsque ce gaz est refroidi puis comprimé jusqu'à se solidifier, il prend la forme d'une matière blanche rappelant la glace commune. Sa caractéristique principale est singulière. Lorsqu'on la chauffe, elle ne passe pas par l'état liquide. Elle saute cette étape et passe directement de l'état solide à l'état gazeux, un phénomène que les scientifiques appellent la sublimation. Parce qu'elle n'engendre pas d'humidité en s'évaporant, la glace carbonique est très recherchée pour la conservation d'aliments et de médicaments. Sa brume mystérieuse est devenue un incontournable des effets spéciaux lors de spectacles et d'événements, et ses propriétés physiques et chimiques sont si utiles qu'on l'emploie aussi pour effectuer des nettoyages industriels en profondeur. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment la glace carbonique est produite à l'échelle industrielle? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment l'un des composés chimiques les plus fascinants est fabriqué et conditionné dans les usines. Restez avec moi jusqu'à la fin. La glace carbonique a été découverte par accident en 1835 par le chimiste français Adrien Jean-Pierre Tillorier. Ce dernier manipulait du dioxyde de carbone liquide dans un récipient à haute pression. Lorsqu'il ouvrit le cylindre, une partie du liquide s'évapora très rapidement et ce qui restait se transforma en une masse solide et blanche, ce que nous appelons aujourd'hui la glace carbonique. Malgré cette découverte précoce, son exploitation pratique ne débuta réellement qu'environ un siècle plus tard. C'est dans les années 1920 que des entreprises chimiques aux États-Unis commencèrent à produire et commercialiser la glace carbonique. À cette époque, on l'utilisait surtout pour conserver des aliments pendant leur transport, notamment la viande et les produits laitiers. Sa force étant de maintenir une température très basse sans laisser de résidus d'eau comme le ferait la glace ordinaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, son rôle prit encore plus d'importance. La glace carbonique permit de préserver vaccins, médicaments et vivres destinés aux troupes, contribuant ainsi à la logistique médicale et alimentaire en temps de conflit. Ce qui distingue la glace carbonique de la glace classique, c'est ce comportement direct solide-gaz, la sublimation, qui évite la formation d'eau et de résidus. Sa température extrêmement basse, environ -78,5 degrés Celsius, en fait un outil privilégié pour la réfrigération quand les moyens conventionnels font défaut. Sa fonction principale est de maintenir des matériaux à basse température, là où il n'existe pas d'infrastructure de réfrigération. Un exemple marquant, le transport d'organes pour transplantation, le cœur, par exemple, qui doit rester à très basse température tout au long de son acheminement. La glace carbonique est également utilisée pour transporter des vaccins ou tout type de matériel biologique sensible. Elle est idéale pour maintenir des conditions thermiques stables et sécurisées. Si l'on plonge de la glace carbonique dans de l'eau chaude, le dioxyde de carbone se libère très rapidement et crée une nébulosité épaisse, d'où ses effets spéciaux si spectaculaires. Mais examinons maintenant la fabrication. Comment obtient-on cette glace qui semble venue d'un autre monde? Tout commence par le dioxyde de carbone pur, qui est extrait et traité à partir de diverses sources industrielles. Un des procédés courants est la capture du CO2 issu de la fermentation du sucre lors de la production d'alcool dans les brasseries et distilleries. Ce gaz, produit en grande quantité, est capturé, purifié, puis stocké. Le dioxyde de carbone peut également être récupéré comme sous-produit lors de la synthèse d'ammoniac, un composant majeur des engrais, et il est capté avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Certaines raffineries dégagent aussi du CO2 lors de la transformation d'hydrocarbures en carburant et en produits chimiques. Il est même possible de récupérer du dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles dans des centrales thermiques. Mais attention, le CO2 issu de ces sources contient souvent des impuretés qu'il faut impérativement éliminer pour garantir une qualité sûre pour la fabrication de glace carbonique. Les premières étapes de purification consistent à filtrer les particules solides et à éliminer les impuretés grossières à l'aide de filtres mécaniques. Ensuite, le gaz traverse des laveurs et autres systèmes de traitement où sont retirés composés chimiques, vapeurs et contaminants résiduels. Une fois purifié, le dioxyde de carbone est comprimé à une pression d'environ 15 bars. Une pression qui correspond à ce que l'on ressentirait à environ 150 mètres de profondeur sous la mer. Sous cette pression élevée, le CO2 est refroidi à des températures de l'ordre de -20 à -30 degrés Celsius et se maintient alors à l'état liquide. À l'état liquide, il devient beaucoup plus simple à manipuler, transporter et stocker dans des réservoirs conçus pour cela.
Le dioxyde de carbone purifié est ensuite conservé dans des réservoirs cryogéniques conçus pour résister à la fois aux hautes pressions et aux basses températures. Ces citernes, souvent cylindriques et fabriquées en acier inoxydable pour éviter la corrosion, sont équipées de soupapes et de dispositifs de sécurité afin d'empêcher la surpression. Elles sont maintenues à des températures négatives pour limiter l'évaporation du CO2. Dans certaines installations, la capacité totale de stockage peut atteindre 2600 tonnes de dioxyde de carbone liquide. À partir de ces réservoirs, le CO2 liquide est transporté par conduite vers les unités de production jusqu'aux machines spécialisées dans la fabrication de la glace carbonique. Et parce que le dioxyde de carbone, à forte concentration, peut être asphyxiant pour les travailleurs, toutes les installations disposent de systèmes de ventilation, d'alarme et de surveillance continue pour contrôler les niveaux de gaz dans l'air et assurer la sécurité des opérateurs. Dans la machine de production, le CO2 liquide est soumis à une décompression contrôlée. La pression est brusquement réduite à environ 5 bars. Cette réduction rapide de pression provoque une chute brutale de la température, entraînant la formation d'une neige de dioxyde de carbone. Lors de cette expansion, le CO2 absorbe de l'énergie thermique dans son environnement et se refroidit instantanément. Une partie passe alors à l'état solide sous forme de fines particules, la neige carbonique, tandis qu'une autre partie redevient gazeuse et est évacuée par un système de ventilation. La neige carbonique se dépose dans une chambre de collecte à l'intérieur de la machine de production. Elle s'accumule sous la forme d'une poudre blanche, légère et poudreuse, très semblable à de la vraie neige. Mais à l'état de poudre, elle n'est pas encore utilisable en tant que glace carbonique solide. Il faut la compacter. Pour obtenir des blocs solides, la neige est acheminée vers des presses hydrauliques qui exercent une pression considérable. De grandes quantités de neige de CO2 sont introduites dans un moule rectangulaire, puis un piston hydraulique applique une pression pouvant atteindre 300 bars. Sous cette contrainte, les particules de neige se soudent entre elles et forment un bloc compact et résistant. Le bloc ainsi formé à une température d'environ -78,5 degrés Celsius. Il est alors éjecté du moule et découpé aux dimensions souhaitées selon la demande client. On peut produire des blocs de grandes dimensions, des morceaux plus petits, ou encore des pellets. Ces petits cylindres solides très pratiques pour certaines applications. Les pellets sont généralement fabriqués en 2 tailles courantes. 16 mm de diamètre pour un usage en réfrigération et transport, et 3 mm pour des usages plus spécifiques comme le nettoyage cryogénique. Pour fabriquer les pellets, la neige de CO2 est poussée à travers une extrudeuse équipée de matrices perforées. Un piston mécanique force la neige à travers les trous, et ce façonnage sous pression donne des cylindres solides à la sortie. Selon le diamètre des orifices de l'extrudeuse, on obtient les pellets de 16 mm ou de 3 mm. Les pellets de 16 mm sont souvent privilégiés pour le conditionnement et le transport de produits à basse température. Les pellets de 3 mm, plus fins, sont utilisés pour le nettoyage par projection de glace carbonique, une technique également appelée jettage de glace carbonique, ou pour servir de matière première à la fabrication de blocs plus volumineux. Après compaction, la glace carbonique demeure à la température extrêmement basse d'environ -78 degrés Celsius et doit être manipulée et stockée dans un environnement adapté pour éviter une sublimation prématurée. Étant donné que le dioxyde de carbone est à la fois une matière première coûteuse et considérée comme polluante dans certains contextes, les industries cherchent à récupérer et recycler autant que possible le gaz libéré pendant la production afin de réduire les pertes et l'impact environnemental. Une fois la production terminée, les blocs et pellets sont transportés par convoyeur vers la zone d'emballage. À ce stade, des contrôles en laboratoire sont effectués. Poids, dimension, densité, compaction. Autant de facteurs qui influent sur la résistance du produit et sur sa capacité à ne pas se fragmenter pendant le transport. La pureté du produit est également analysée pour garantir qu'il respecte les normes de qualité commerciale. Après avoir passé ces tests, le produit fini est prêt à être stocké et distribué. L'un des principaux défis liés à la glace carbonique demeure son transport. Puisqu'elle subit une sublimation continue, elle tend à disparaître progressivement. Pour limiter cette perte, on utilise d'énormes caisses isothermes en polystyrène, de véritables glacières portables, qui agissent comme des réfrigérateurs et limitent la conversion du solide en gaz. L'objectif est de maintenir la température et de minimiser la sublimation, laquelle peut se situer aux alentours de 5 à 10% par jour selon les conditions environnementales. Température ambiante, isolation, ouverture des contenants, etc. Le produit final est donc conditionné dans ces récipients thermiques, garantissant sa conservation avant sa distribution vers les clients, parfois à l'autre bout du monde.
Parce que la glace carbonique atteint des températures proches de -78°C, il n'est généralement pas nécessaire de placer ces caisses dans des installations frigorifiques électriques. La glace carbonique reste froide et solide par elle-même, à condition d'être stockée correctement. La glace carbonique intervient aujourd'hui dans un très grand nombre de secteurs. Dans l'industrie agroalimentaire, elle assure que les denrées arrivent congelées là où elles doivent être, des produits surgelés aux denrées périssables. Dans les hôpitaux, elle préserve des vaccins, des échantillons biologiques et même des organes destinés à la transplantation. Dans l'industrie, les pellets servent à des opérations de nettoyage cryogénique, permettant de décaper ou nettoyer des machines et des moules sans laisser de résidus chimiques. Et bien sûr, dans le domaine du divertissement, la glace carbonique produit la brume emblématique qui magnifie spectacles, concerts, pièces de théâtre et productions cinématographiques. Merci d'être resté jusqu'ici. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.